Il n'a jamais cru à ce phénomène appelé la lumière au bout du tunnel, qui est apparu grâce à ces rares cas où des personnes sur le point de mourir se réveillaient avec des sueurs froides et s'exclamaient « J'ai vu la lumière ». Mais ensuite, il s'est retrouvé dans le même tunnel. Et comment est-il mort? La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir été seul dans sa chambre. Il regarda la ville d'en haut, puis, lorsqu'il se coucha, son corps devint incroyablement lourd. A-t-il été empoisonné? Tué? Gray y réfléchit. Beaucoup de gens voulèrent sa mort. Après tout, c'était un roi. Mais peu importe à quel point il veut découvrir la cause de sa mort, on ne peut rien y faire. La première chose qu'il a entendue a été « Félicitations. Vous avez un petit garçon en bonne santé. » Il distinguait vaguement les silhouettes masculines et féminines. Vient-il vraiment de naître? Finalement, sa vision revint et il vit un homme et une femme heureux. Il comprenait ce qu'il disait. C'était bon signe. Le sourire tendre et éclatant de la femme rayonnait d'amour maternel. La femme était belle et charmante. Et l'homme qui se tiendra à côté de lui, avec une mâchoire forte et des sourcils pointus comme une épée, sera un père strict et sérieux. L'environnement semblait normal à Gray, mais où était-il? Les semaines passaient lentement après les semaines. Malgré sa douceur et sa gentillesse, Mère Alice tenait fermement les rênes du pouvoir dans la maison. Et si l'on ignore les pitreries enfantines occasionnelles, son père Reynolds était un homme fiable et charismatique. Et même si Gray était reconnaissant de naître dans une famille aimante, sa vie était pleine de difficultés. Contrôle minimal de vos membres. Et l'incapacité de contrôler les fonctions du corps. Seule la force mentale, aiguisée à l'époque où Gray était roi et représentant de son pays, ainsi que le faible espoir que tout cela n'était qu'un rêve, étaient les seules choses qui le maintenaient sain d'esprit. Il semblait qu'il avait voyagé dans le temps jusqu'à une époque beaucoup plus archaïque. Il était courant que ces personnes portent des armes. Au lieu de médicaments, des élixirs douteux étaient revendus. La mère en a acheté 3 pour son mari. Gray voulait vraiment rentrer chez lui, dans son monde. Dans une vie antérieure, il était roi. Il dirigeait des armées et vaincu les représentants de pays du monde entier. Mais malgré toutes ces réalisations, il n'a jamais été aussi fier de lui qu'aujourd'hui. Il a appris à ramper. Les parents surveillaient attentivement pour que leur fils ne se cogne pas la tête dans le coin et ne le laisse pas s'approcher de l'étagère. Il rampa jusqu'au miroir pour se regarder. Maman était heureuse que son fils Art soit si curieux. Plusieurs mois se sont écoulés, et Gray n'a pas pu s'habituer à son nouveau nom. L'Art est un nom trop mignon pour un ancien roi. Mais il doit admettre qu'il est absolument adorable. Toutes les femmes devraient se préparer à avoir le cœur brisé. Alice a endormi son fils dans son berceau, l'a embrassé et lui a souhaité de beaux rêves. Dès qu'elle est partie et a fermé la porte de la crèche, Art est sorti du berceau. Il lui restait environ 1 heure avant qu'Alice vienne voir s'il dormait. Il rampa en avant. Son but était proche. Il a rampé dans la bibliothèque de ses parents. Et il attrapa les livres. Depuis qu'il a découvert cet endroit, il s'y faufile tous les soirs pour en apprendre davantage sur ce monde. Le continent de Dikaton, où il est né, est divisé en 3 royaumes principaux. Eleanor est un royaume elfique caché au fond de la forêt. Darve, un immense royaume souterrain, demeure des nains. Et Sapin, le règne humain, est sans doute la région la plus peuplée. Comme dans le monde précédent de Gray, il existe également une monarchie ici. Seul le presto ici n'est pas hérité, mais dépend du mérite. Art a appris que ce monde est beaucoup moins développé que son monde précédent. Et il s'est rendu compte que la raison du manque de progrès technologique était magique. L'Art s'est intéressé aux livres sur la magie. Dans son ancien monde, il existait une force vitale, le QI, qui après un entraînement pouvait être utilisé pour renforcer le corps ou les armes. Il existe un pouvoir dans ce monde, le mana. Contrairement au QI, il existe non seulement à l'intérieur d'une personne, mais aussi dans l'environnement. La capacité de contrôler le mana est génétique. Un enfant sur 100 la possède. Le mana est utilisé pour renforcer le corps et lancer des sorts. Les amplificateurs renforcent leur corps avec du mana, leur donnant une force et une agilité incroyables. Cependant, leur faiblesse réside dans leur portée d'attaque limitée. Les lanceurs de sorts émettent du mana dans le monde extérieur, leur permettant de plier l'environnement à leur guise. Cependant, ils doivent imprégner leur propre noyau de mana avec du mana du monde extérieur pour pouvoir lancer le sort. La mère d'Art, Alice, était une déviante, ou plutôt une émettrice. C'était un type rare de magicienne capable d'utiliser un mana réparateur unique. Art avait lu dans les livres que le premier réveil des sorciers se produit entre le début et la fin de l'adolescence, quand leur noyau de mana se manifeste. Dans le monde passé, on enseignait aux enfants à méditer pour former un centre de QI. Art a décidé de méditer pour collecter du mana en lui-même. Les astuces de ma vie passée ont fonctionné. Art sentit un petit feu s'allumer en lui. À cette époque, la mère retrouve son fils et interrompt ses études.
Il s'indigne d'avoir été interrompu, a sali sa couche, ce qui ruina encore plus son humeur. Alice tenait souvent un journal dans lequel elle enregistrait tous les événements importants de la vie de son fils. Plus de 2 ans s'étaient écoulés, et elle sentait que chaque jour, elle en apprenait davantage sur son enfant. Et elle en arriva à la conclusion qu'Arthur devait être l'enfant le plus charmant. Il a de beaux cheveux bruns et des yeux azur qui semblent tout à fait raisonnables. Mais elle s'est rendue compte que si elle n'était pas une mère stricte et fiable, Arthur pourrait avoir des problèmes à l'avenir. Elle ne pouvait pas compter sur son mari. Il était encore plus un enfant qu'Arthur lui-même. Elle l'a à peine arrêté lorsqu'il a essayé d'apprendre à leur enfant à se battre, alors qu'il venait tout juste d'apprendre à ramper. Alice a remarqué une chose. Arthur adore se promener parmi les petits commerçants qui s'arrêtent au centre d'Ashbert. Ainsi, au lieu de faire leurs courses une fois par semaine, ils se rendent au centre-ville un jour sur 2. Arthur est un garçon très curieux. Il est attiré par tout ce qui est inhabituel. Arthur se tenait à la fenêtre et regardait vers la rue. Il observait son père. Environ 2 ans se sont écoulés depuis que le garçon a commencé le difficile parcours d'études. Il regarda Ray marmonner quelque chose pendant quelques minutes et se concentrer très fort. La pierre posée au sol commença à s'élever. Ray était tendu et semblait travailler dur. Finalement, il leva les mains et en même temps des pierres et de la terre volèrent dans les airs. Arthur fut très surpris par ce qu'il vit. Ray se tenait au milieu de la cour et des fragments de pierre volaient autour de lui. Il se tourna vers la maison, vit que son fils le regardait et cria que le père d'Arthur tremblait. Arthur pensait que cela ne valait pas la peine de se concentrer extrêmement fort pendant 3 minutes pour lancer quelque chose qui pouvait être lancé avec les mains avec moins d'effort. Alice s'approcha et tapota la tête de son fils. Il regarde papa si gentiment. Arthur savait que son père était amplificateur. Je me demande ce qu'Arthur lui-même deviendra lorsque son noyau de mana se réveillera. À cette époque, le père continuait ses exercices dans la cour, ce qui causait des dégâts considérables au jardin. Il a arraché une grande partie de la pelouse pour enlever une feuille tombée. Arthur ne s'intéressa plus aux cours de son père et rampa sur le sol. La mère a décidé que son fils était fatigué et voulait dormir. Elle le prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Elle l'a porté jusqu'à son berceau, même s'il avait vraiment envie d'aller à la bibliothèque. Maman a promis qu'il y irait certainement plus tard. Arthur réalisa qu'il n'avait aucune chance. Il a fait la grimace la plus mignonne et a demandé des livres à sa mère. Un tel rayonnement émanait de lui qu'Alice ne put résister à la demande de son fils. Peu importe à quel point elle résistait, elle lui permettait toujours de jouer avec des livres au bureau. Elle se reprochait d'être une mauvaise mère, et Arthur pensait que son comportement n'était pas humiliant, juste qu'un grand guerrier devait utiliser toutes les armes de son arsenal. Alice regardait avec émotion son fils tourner les pages du livre. À ce moment, un rugissement se fit entendre dans la cour, et Alice alla savoir si son mari avait abattu un autre arbre dans le jardin. La plus grande réussite d'Arthur, outre la connaissance accumulée de ce monde, était qu'il avait progressé dans la formation d'un noyau de mana. Il a passé 2 ans à déplacer des dizaines de milliers de minuscules fragments de mana et à les collecter dans la zone du plexus solaire. Et il a compris pourquoi ce processus ne devrait être achevé qu'à l'adolescence. C'est une tâche très difficile pour son corps et son esprit. Mais ces 2 années n'ont pas été vaines. Il a presque fini de former le noyau. Il ne lui restait plus qu'un petit morceau. Alice et Roy étaient dans la cour, lorsqu'une puissante explosion se fit entendre dans la maison. L'essaim a protégé Alice du feu et des débris qui volèrent sur eux. Une avalanche de feu a recouvert le mari et la femme. Quand tout s'est calmé, le couple a commencé à reprendre ses esprits. Roy a demandé si sa femme allait bien, mais elle n'a pu que répéter le nom de son fils, qui était dans la maison. Elle s'arracha des bras de son mari et sanglota de désespoir. Son fils était là, à l'épicentre de l'explosion. Roy se précipita vers la maison détruite. Il repoussa la porte cassée. Il s'arrêta confus, il n'en croyait pas ses yeux. Et à ce moment précis, il éclata de rire. Alice a couru dans la maison après son mari et lui a demandé ce qui n'allait pas avec son fils. Ray a dit que c'était incroyable. Le garçon n'avait pas encore 3 ans. Mère et père regardèrent Arthur, totalement indemne, flotter dans les airs au milieu de la pièce détruite. Le garçon se leva et marcha. Il se sentait bien. Voilà à quoi ça ressemble d'avoir un noyau de mana en vous. Même les arbres sont devenus plus verts. À ce moment-là, il ne comprenait pas pourquoi, sans sortir de la maison, il voit des arbres, et il remarqua la maison complètement détruite. Ont-ils été attaqués? Qui a osé détruire la maison du roi? En plus de reconstruire leur maison, beaucoup de choses se sont passées au cours de la dernière année. Arthur a appris à écrire et à compter avec Alice, a étudié les bases de la manipulation et de l'augmentation du mana. Lui et son père ont appris l'entraînement corporel de base, alors qu'Arthur était trop jeune pour s'entraîner. Les pompes étaient difficiles pour le garçon. Le jour de son 3e anniversaire, son père lui a offert une épée en bois pour que son fils puisse s'entraîner.
C'est l'heure de l'entraînement à l'épée. Arthur lisait un livre à ce moment-là et ne voulait pas l'interrompre. Mais il n'y avait rien à faire. Ils sortirent dans la cour et Ray demanda à son fils de se souvenir de tout ce qu'il lui avait appris. Vous devez combiner le flux de mana avec la respiration. Le noyau est un organe au même titre que le cœur ou les poumons. Ray s'accroupit et invita son fils à lancer l'attaque. Arthur se mit en position de combat. Et il attaqua son père en essayant de le frapper avec une épée. Il dut essayer de couper la branche que son père tenait dans ses mains. Arthur lança des coups, mais aucun n'atteignit la cible. Finalement, le garçon s'est mis en colère. Il s'est rendu compte que papa ne le laisserait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas fait ce qu'il devait faire. Il se concentra et fut enveloppé d'une faible lumière. D'un seul coup de foudre, il coupa la branche, à la grande surprise de Ray. Après quoi, son père l'autorisa à aller au bureau, où Arthur commença les exercices de méditation. Dans ce monde, la force est mesurée par la couleur du noyau de mana. Initialement, le noyau de mana est formé en noir, puis rouge, puis orange, jaune, argent et blanc. Chaque étape est divisée en 3 nuances: sombre, uni et clair. Arthur réfléchissait à la manière dont il pourrait rapidement améliorer son mana, lorsqu'à ce moment-là, il fut appelé à dîner. Le garçon était très mécontent de ne pas pouvoir être seul et se concentrer. Ray était très attentionné au dîner, et finalement il dit à Alice qu'Arthur avait besoin de trouver un véritable mentor. Alice était furieuse. L'enfant n'a que 4 ans. De plus, Ray a déclaré qu'il pouvait lui-même tout lui apprendre. Mais Ray n'aurait jamais pensé que leur fils serait un tel prodige et serait capable de manipuler le mana à 4 ans. Son père ne fait que le retenir, mais le garçon a un grand potentiel. Alice ne pouvait pas permettre à l'enfant de quitter la maison pour une ville située à des centaines de kilomètres de là. Ray objecta que Cyrus n'était pas seulement une ville, et que son ami y vivait et prendrait soin d'Arthur. La querelle entre les parents s'intensifia. Arthur écouta silencieusement leurs cris. Finalement, Roy s'est tourné vers son fils avec une question. Veut-il aller dans une autre ville et avoir un vrai professeur? Arthur se demanda. N'est-ce pas une décision trop difficile à prendre pour un enfant de 4 ans? Il a demandé si maman et papa pouvaient rencontrer le professeur avec lui. Les parents se regardèrent et se turent. Arthur ne comprenait pas. Sa proposition était-elle vraiment si compliquée? Les parents éclatèrent de rire. Il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'ils pourraient tous y aller ensemble. Alice était sûre qu'Arthur serait mieux si elle était avec lui lors de ses examens. Roy a dit que, bien sûr, ils allaient tous à Cyrus City. Les parents d'Arthur préparaient déjà un voyage de 3 semaines. Finalement, le soir arriva la veille du départ. Maman a envoyé Arthur se coucher tôt. Elle a mis son fils au lit et lui a dit que leurs vieux amis de Twinhorn les accompagnaient. Ils ont aussi besoin de Cyrus. Arthur savait que les Twinhorn étaient dans la région depuis un certain temps. Ils ont même aidé à restaurer leur maison quand ils en avaient le temps. Ce groupe était composé de 2 magiciens dotés de 3 amplificateurs. Ils l'aideront en cas de difficulté, et Arthur quittera enfin cette petite ville. Il est temps de voir ce que ce monde peut lui réserver. Le matin, toute la famille quittait la maison. Ils ont rencontré leurs amis sur la route. Le père d'Arthur accueillit chaleureusement ses amis, et il les présenta à son fils. Arthur se présenta poliment et remercia les amis de son père pour leur aide. Adam Crunch, un amplificateur spécialisé dans la lance, s'accroupit et tapota la tête du garçon. Angela Ross, une magicienne spécialisée dans la magie du vent, a pris le garçon dans ses bras et a noté qu'il ressemblait beaucoup à sa mère. Durden Walker, un mage spécialisé en magie terrestre, prit le garçon dans ses bras. Seule Jasmine Flamesworth, une magicienne spécialisée dans les doubles poignards, n'a pas pris part à la fête générale. Elle se tenait debout, les yeux baissés. Hélène Shard, une mage spécialisée dans les arcs magiques, a dit à Arthur que Jasmine devait s'habituer à tous et qu'Arthur ne devait pas faire attention à elle. Elle serra fermement la main du garçon. Finalement, tout fut prêt pour le voyage, et 2 charrettes tirées par des lézards se mirent en route. Arthur regarda la maison en retraite. Le voyage a commencé. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il était très intéressé. La nuit est venue, et il a fallu chercher à se venger pour s'arrêter. Soudain, leur équipe a été attaquée par des loups. Mais Jasmine et Hélène ainsi que Roy se sont rapidement occupés d'eux. Jasmine a habilement brandi ses poignards, et Hélène était une excellente archère. Roy s'est battu à main nue. Alice fut stupéfaite lorsqu'elle vit son mari porter 2 loups. Arthur, fatigué, s'assit près du feu et regarda les flammes. Hélène l'a encouragé en lui disant que c'était son tout premier voyage. Arthur pensait sombrement que dans cette vie, oui, la jeune fille lui a demandé si son père avait vraiment dit qu'Arthur était un brillant magicien. S'est-il vraiment réveillé il y a 1 an? Adam a décidé qu'il devait s'étirer un peu avant d'aller au lit et a demandé à Ray si cela ne le dérangeait pas. Il s'entraînerait avec son fils. Ray l'autorisa, mais demanda à Adam de faire attention à l'enfant, ils venèrent juste de commencer l'entraînement.
Arthur était mécontent, mais personne ne lui a demandé, et Adam emmena le garçon avec lui. Alice s'inquiétait de la façon dont son fils supporterait une telle charge. Adam se tourna vers le garçon, sourit largement et lui demanda s'il était prêt. Arthur le salua avec son épée en bois. Adam a pris une position de combat et a demandé si l'enfant génial savait comment renforcer son arme. Il voulait attaquer le garçon. Et Arthur vit son animal totem, un tigre, montrant les dents. Le garçon a tenté de laisser entendre à ses parents que leur enfant était en danger. Mais ils regardèrent le combat avec le sourire et le père souhaitait la victoire à son fils. Arthur réalisa que papa était inutile, se leva avec une épée, et le roi Grey se tenait derrière lui. Son mana brillait vivement. Il fit un sursaut brusque et se précipita à l'attaque. Adam l'attendait, tenant un bâton dans ses mains. Arthur fit un bond brusque, mais Adam a bloqué, et le coup n'a pas atteint la cible. Arthur était très en colère contre son corps d'enfant qui ne lui donnait pas l'occasion de se battre. Il s'est précipité sur Adam de toutes ses forces et l'a presque fait tomber au sol. Adam a bloqué son attaque avec son pied, et il voulut donner un coup de pied au garçon, qui l'esquiva. Adam s'est rendu compte que son adversaire était sérieux, et s'est préparé sérieusement à l'attaque. Arthur a porté un coup fatal à son ennemi, et à ce moment-là, le garçon se souvint de la 3e loi de Newton. Chaque action entraîne une réaction. De la frappe de représailles d'Adam. Il vola loin, laissant tomber son épée en bois. Alice était horrifiée quand j'ai vu mon fils allongé par terre loin du terrain d'entraînement. Durden a giflé Adam à la tête pour avoir frappé si fort l'enfant. Adam a demandé à Ray quel genre d'entraînement infernal avait-il utilisé pour créer un tel monstre à partir de son fils. Ray a répondu honnêtement qu'il n'avait pas enseigné cela à son fils. Alice ne croyait pas son mari et le grondait pendant qu'elle soignait Arthur. Arthur a admis qu'il lisait des livres et qu'il avait appris. Eh bien, j'ai surveillé mon père. L'ensemble du groupe de magiciens, réunis autour d'Arthur et Adam, demanda aux garçons de leur apprendre la technique de certains mouvements. Plusieurs jours se sont écoulés depuis qu'Arthur et le groupe ont commencé leur voyage vers la ville de Cyrus. Ils s'arrêtèrent près du lac et tout le monde commença à nager. Pendant ce temps, l'anniversaire d'Arthur était passé. Jasmine lui a offert un cadeau pour son anniversaire, un couteau et voulait apprendre de nouvelles techniques. Adam aimait nager dans le lac. Durden le regardait. Soudain, il s'est envolé vers Adam suite au coup de pied que Ray lui avait donné. Tout le monde a vraiment apprécié de s'amuser. À la surprise d'Arthur, Jasmine comprit rapidement ses instructions et excellait dans l'apprentissage des feintes. Finalement, ils quittèrent ce bel endroit. Il était temps de continuer le voyage. En chemin, Adam a raconté au garçon comment son père, dans le passé, causait constamment toutes sortes de problèmes à tout le monde. Alice n'était pas contente et Arthur s'inquiétait de savoir si elle allait bien. Maman a répondu qu'elle était juste fatiguée. Arthur laissa sa mère seule et s'assit pour lire. Sa lecture fut interrompue par Jasmine, qui voulait que le garçon lui en apprenne davantage. À ce moment, le chariot commença à trembler. Ils ont été attaqués par des bandits. Tout le monde s'est préparé à l'attaque. Angela a invoqué les pouvoirs du vent pour repousser l'attaque des bandits. Alice a couvert son fils d'elle-même, pour qu'il ne soit pas blessé. Des flèches sifflaient dans les airs. Il y a eu une explosion, et tout a été emporté par l'onde de choc. Jasmine a lancé le couteau sur les bandits. Ray attrapa et brisa une flèche qui volait vers lui. Durden serra fermement son bâton. Adam se préparait à frapper ses adversaires avec sa lance. Hélène a été blessée à la jambe par une flèche, mais n'allait pas abandonner. Elle pointa son arc sur les bandits qui les entouraient. Arthur et sa mère regardaient ce qui se passait depuis le chariot. Et ils ont vu qu'ils étaient complètement entourés de personnes dangereuses inconnues. Ils étaient au sommet, ce qui rendait leur position très avantageuse. Les archers pointèrent leurs armes sur les 2 charrettes. Des bandits rampaient vers les voyageurs depuis les hautes herbes. Une hache de combat plantée dans le sol. Le chef des bandits a ordonné que seules les femmes et un enfant soient laissés en vie. Il était heureux qu'ils aient eu une excellente prise aujourd'hui. L'essentiel est de ne pas endommager le nouveau produit vivant. Ils le paieront bien. Arthur avait déjà oublié que chaque monde a sa part de saleté. Le garçon comprit qu'il s'agirait d'une marchandise intacte. Il attrapa son épée et lança un regard noir au bandit. Maman l'a serré dans ses bras, l'a serré contre elle et a demandé à son fils de ne pas s'inquiéter. Elle était à côté de lui. L'un des bandits a tiré une flèche sur l'escouade. Durden et Ray se précipitèrent à la défense du garçon et d'Alice. Ils soulevèrent la terre et construisirent un mur de terre pour se protéger des flèches. Le mur séparait les bandits et les chariots des voyageurs. Angela a éloigné les flèches de la camionnette avec sa magie du vent. Le chef des bandits et ses acolytes commencèrent à descendre. Ray s'est défendu avec succès de leur attaque. Coup après coup, ils atteignirent tous la cible. Certains bandits ont eu peur. Après avoir cloué 2 ennemis au sol, Ray n'a pas remarqué comment un bandit avec un sabre est apparu au-dessus de lui. Il avait l'intention d'achever le gars d'un seul coup. Mais la flèche transperça le bandit à la poitrine et il n'eut pas le temps de terminer son plan.
Hélène se prépara pour le prochain plan. Jasmine a battu ses adversaires avec des couteaux, les rendant ensanglantés et ne constituant plus une menace. Adam s'est défendu avec succès contre 3 assaillants et leur a causé des dégâts considérables. L'énorme voleur a tenté d'arrêter Adam d'un coup de hache, mais le gars a esquivé adroitement et la hache s'est écrasée dans le sol. Au même moment, Adam se retourna et attaqua l'ennemi. Sa lance toucha le géant au menton et ne lui laissa aucune chance. Jasmine, tel un chat sauvage, attaquait ses adversaires et leur infligeait des coups fatals. En accrochant ses jambes autour du cou d'un bandit, elle l'a jeté à terre, tout en poignardant simultanément le second avec un couteau. L'un des agresseurs a décidé de la renverser à coups de fouet, mais la jeune fille s'est retournée dans les airs et a esquivé le coup. Le bandit avec le fouet lui a demandé d'arrêter de résister, mais Jasmine n'allait pas le faire. Elle fit plusieurs feintes de saut et esquiva le coup. Arthur vit que Jasmine était désavantagée par rapport à l'adversaire. Mais Arthur peut-il l'aider? Il n'y a qu'un seul combattant, mais un petit enfant a-t-il une chance contre un combattant adulte? À ce moment-là, un homme s'est écrasé sur la charrette et celle-ci s'est mise à trembler. Un mur était fissuré. Un fouturet regarda Alice et Arthur. Le chef des bandits fonçait directement sur Ray d'en haut dans le but de l'achever. Il tenait un sabre dans ses mains. Arthur a crié à maman de guérir papa rapidement. Mais il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas chez Alice. Elle a balbutié et a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Arthur ne comprenait pas pourquoi elle disait ça. Ray s'est précipité pour rassurer sa femme et lui a dit que tout allait bien, que ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger. Ne la laissez pas s'inquiéter, elle est toujours la meilleure. Il se tourna vers son fils et lui demanda d'écouter attentivement ce que son père allait lui dire. Ray a dit qu'il pourrait combattre les bandits et vaincre le chef s'il n'avait pas à les protéger tous les deux. Par conséquent, Arthur doit emmener sa mère sur le chemin par lequel ils sont venus ici. Ils doivent partir maintenant et ne pas s'arrêter. Arthur a crié qu'il ne quitterait pas son père. Le père lui-même a vu que son fils pouvait se battre. Ray a répondu qu'il sait que son fils est un brave guerrier. Alors il lui confie la chose la plus précieuse, la protection de sa mère. Et surtout, Arthur doit protéger l'enfant qui n'est pas encore né. Arthur réalisa que sa mère était enceinte. À cause de cela, elle dormait tellement et semblait tout le temps fatiguée. Ray allait tout dire à son fils aîné quand ils arriveraient chez Cyrus, mais les circonstances se sont développées, telles que maintenant il sait tout. Ray attrapa son fils par l'épaule, et Arthur promit qu'il protégerait sa mère. Alice essaya un sort de guérison. Ray dit à Arthur de se préparer. Le chef des bandits a vu que les personnes attaquées avaient une guérisseuse, et a exigé qu'elle soit arrêtée. Arthur attrapa la main de sa mère et la poussa à courir. En partant, il cria à son père de ne pas mourir. Adam s'est engagé à couvrir la fuite d'Alice et de l'enfant. L'un des bandits s'est précipité pour arrêter le guérisseur, mais son chemin fut bloqué par Adam avec une lance. Il a crié qu'il arrêterait l'agresseur. Alice et le garçon se sont enfuis sur une distance considérable, mais quelqu'un les a visés avec un arc. Arthur entendit le sifflement d'une flèche volante. Il se retourna et plaça son épée sur son chemin. Il abattit la flèche et elle n'atteignit pas Alice. Il réussit à dévier quelques flèches supplémentaires, mais l'un d'eux a fendu son épée en bois et celle-ci est devenue inutile. L'archer était étonné de la façon dont l'enfant s'y prenait. Il prit la flèche suivante de son carquois, mais au même moment, il fut lui-même abattu. Hélène se prépara pour le prochain coup et cria à Arthur de ne pas s'arrêter, mais de continuer à courir. Arthur et sa mère couraient aussi vite qu'ils pouvaient. Toujours en train de courir, Arthur pensa que quelque chose n'allait pas. Il y avait 4 magiciens avec les bandits. Angela s'en est occupée en utilisant la magie du vent. Adam s'est battu avec le second et l'a pressé fort. Ray s'est débattu avec le 3e et ne lui a pas permis de bouger. Et le 4e était introuvable. Le chef des bandits leva les yeux et cria aux magiciens d'oublier le plan et de simplement tuer les fugitifs. Arthur leva les yeux et vit que l'eau du lac était montée. Il y avait un magicien sur la montagne qui pliait de l'eau pour en faire une énorme boule. Et il a lancé cette balle sur Alice et Arthur qui couraient. Le garçon réalisa que même s'il pouvait esquiver avec l'aide du mana, Alice n'aurait pas le temps de le faire. Puis il s'est levé d'un bond et a poussé sa mère loin du ballon avec force. Et lui-même s'est envolé vers lui. Il savait que son plan pourrait ne pas fonctionner, mais il voulait vraiment détruire le magicien. Il sortit un couteau et l'attacha avec une corde de mana, le lançant directement vers le magicien à travers la boule d'eau. Le couteau s'enfonça dans la jambe du magicien sans méfiance. Arthur tenait fermement la corde de mana et tirait dessus. Il espérait vraiment que cette corde tiendrait le coup. Le magicien s'est retrouvé attaché à la corde de mana du garçon et n'a pas pu s'échapper. Arthur commença à tirer la ficelle. Le magicien ne put rien faire avec le pouvoir du mana du garçon et tomba de la montagne. En désespoir de cause, il essaya de prendre le dessus. Mais rien ne put l'aider, et il tomba avec un cri désespéré. Le garçon a également commencé à tomber de la montagne.
Durden utilisa sa magie pour attraper l'enfant. Mais la main qu'il a créée à partir de la terre n'a plus eu le temps de venir à son secours. Arthur tomba en pensant que maintenant tout le monde irait bien. Il regrettait seulement de ne plus avoir à être un frère aîné. Le garçon s'est réveillé dans la forêt et n'a pas pu comprendre pendant longtemps où il se trouvait. Il ne pouvait pas croire qu'il était encore en vie. À côté de lui gisait le corps d'un bandit magicien avec un couteau dans la jambe. Près du corps se trouvait une gourde d'eau et un sac de fournitures. Le garçon chercha de l'eau et de la nourriture. Il mangeait et buvait, sans ressentir ni faim ni soif. Mais c'était nécessaire. Puis il tomba de nouveau épuisé sur l'herbe et perdit connaissance. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit un ciel bleu et des oiseaux au-dessus de lui. Avec beaucoup d'efforts, il récupéra son mana dans la zone du plexus solaire. Et avec difficulté, il se releva. Il était entièrement couvert d'écorchures et d'égratignures. Le garçon s'est approché du corps du bandit et a retiré son couteau de sa jambe. Puis il leva les yeux. La montagne le dominait et s'élevait vers le ciel. Arthur ne pouvait pas croire qu'il était tombé d'une telle hauteur et qu'il avait survécu. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, ni où il se trouvait. Mais ce n'était pas grave, il fallait qu'il passe à autre chose. À ce moment, une voix sortit de nulle part. Heureuse qu'Arthur se soit réveillé. Le garçon se figea sur place. Il se cacha derrière un arbre et regarda vers le mort. Il s'approcha de lui avec précaution, craignant que ce soit lui qui parle. Mais la voix disait que personne ne prendrait vie si le garçon en avait peur. Arthur inspira, mais pensa immédiatement qu'il ne pouvait pas faire confiance à cette voix inconnue, aussi soyeuse, douce et digne qu'elle paraisse. Il a pointé son couteau dans les buissons et a demandé qui lui parlait. Celui qui l'a sauvé. Un lièvre sauta des buissons et disparut dans la forêt. La voix répondit qu'il connaîtrait la réponse à la première question dès son arrivée chez lui. Arthur ne pensait pas qu'il se précipiterait pour chercher le propriétaire de la voix. Puis la voix dit qu'il était le seul à pouvoir ramener Arthur de cet endroit à la maison. Arthur se souvenait d'Alice, Ray et de tous les autres. Il avait besoin de savoir s'ils allèrent bien. Ont-ils atteint Cyrus sains et saufs? Il appela poliment la voix du monsieur et lui demanda de l'honorer de sa présence. Un grand rire retentit du fond de la forêt, ce qui effraya les oiseaux des arbres. La voix était heureuse qu'Arthur Lewis ait tout compris si rapidement. Mais cela ne valait toujours pas la peine d'appeler la dame maître. Arthur se demanda comment la voix connaissait son nom. Et la femme a dit qu'elle lui montrerait tout. Il vit sa chute de la montagne, très longue et dangereuse. Et comment il est tombé en douceur, comme si quelqu'un le soutenait. La voix conseilla au garçon de traverser immédiatement la forêt pendant qu'il faisait encore jour. Alors que l'état d'Arthur s'améliorait, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Quelle magie la femme a-t-elle utilisée pour l'empêcher de tomber? Comment pouvait-elle savoir qu'elle et le bandit tombaient, et pourquoi n'avait-elle sauvé qu'Arthur? Il entendit un bruissement et se précipita vers le bruit. Ses espoirs étaient justifiés, il y avait une rivière devant lui. Le garçon s'est immédiatement précipité pour nager. Il a joyeusement barboté dans l'eau pendant un long moment. Et puis j'ai lavé mes affaires. La voix dit avec affection que c'était agréable de regarder le garçon insouciant. Arthur ne s'attendait pas à être surveillé. La voix disait que le garçon n'avait rien à regarder, aucune raison d'avoir honte. Arthur se sentit timide et s'habilla rapidement. La voix demanda pardon d'avoir effrayé Arthur et lui demanda de ne pas bouder. Arthur marmonna qu'il avait simplement un corps sous-développé. Il remplit sa gourde avec l'eau de la rivière. La montagne était à l'est, ce qui signifie qu'elle devait être proche de la région des elfes. Mais la forêt d'Elshire était célèbre pour ses brouillards, et ici l'air était pur et clair. Zeus' crainte de voyager à travers les clairières animales était apaisée. Il semblait que seuls de petits animaux vivaient ici. Bien qu'Arthur ait été surpris de ne pas avoir vu une seule bête avec du mana, bien que du mana ait été déversé dans l'air. Il aurait aimé pouvoir s'arrêter et la dévorer. Il devait se dépêcher. Il devait retourner chez ses parents le plus vite possible. Sa mère était enceinte, et le stress de la mort d'Arthur pouvait menacer son deuxième enfant. Bien sûr, le garçon espérait que tous ses proches étaient encore en vie. Il faisait déjà nuit lorsqu'il s'approcha d'une montagne de pierre, d'où une voix dit qu'elle était heureuse que le garçon ait pu arriver ici sain et sauf. Arthur a piqué les pierres avec un bâton et a dit qu'il était heureux de vous rencontrer. La voix répondit qu'elle n'était pas une accumulation de pierres sensibles. Le garçon la retrouvera dans la crevasse. Arthur aperçut une ouverture qui brillait doucement. Il s'y rendit sans crainte, pensant qu'il espérait revoir bientôt son père et sa mère. Arthur escaladait les rochers lorsqu'une voix lui conseilla de faire attention à ses pas. Mais le garçon tomba quand même et s'envola. Il vola tête première vers un point lumineux, brillant de lumière bleue au fond de la crevasse. Il a crié fort et est tombé au sol pour la deuxième fois en peu de temps. Arthur se leva et pensa qu'il aurait pu être prévenu de la chute du haut du deuxième étage. Il regarda autour de lui, et ce qu'il vit le fit tomber de surprise. Le garçon ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait devant lui.
C'était une énorme silhouette noire avec des yeux brûlants de feu rouge et des cornes sur la tête. Elle était terrifiante. Le monstre le regarda avec ses yeux terribles et lui dit qu'il s'était enfin rencontré, mon enfant. Elle se leva de son siège et se dirigea vers Arthur. Le garçon remarqua qu'elle portait une armure noire. Le garçon réalisa que la fin était venue pour lui. Il ne pouvait pas bouger de peur. Le monstre a dit au garçon que s'il ouvrait si grand la bouche, des insectes voleraient en lui. Et il tendit la main à Arthur. Arthur ferma la bouche plus fort, juste au cas où. La créature se pencha sur l'enfant et lui tendit les mains, enveloppées de puissance. Arthur remarqua une profonde blessure au côté du monstre. Elle a dit qu'il lui faudrait du temps pour ouvrir une faille dimensionnelle suffisamment forte pour ramener le garçon à la maison. Arthur prit la main tendue vers lui. La créature montra à Arthur des plantes spéciales qui les empêcheraient de mourir de faim jusqu'à ce qu'elle puisse faire face à la faille. Arthur remercia poliment l'hôtesse. Il s'est approché de la baie qu'il aimait et l'accueillit. Il n'avait jamais vu de baie aussi grosse auparavant. Soudain, son visage se refléta dans la baie. Et puis il a vu son père et sa mère rire avec une petite fille. Le propriétaire de cet endroit est venu tranquillement par derrière et a recommandé une autre baie qui avait meilleur goût. Arthur sursauta de surprise. Plus tard, lui et la créature se sont assis sur les rochers et ont dîné. Arthur reprit courage et dit qu'il savait que sa maîtresse était une dame. Mais comment peut-il la contacter? Elle a répondu qu'elle s'appelait Sylvia. Arthur lui demanda s'il pouvait lui poser quelques questions. Sylvia accepta, mais n'était pas sûr de pouvoir répondre à tout. Le garçon n'avait plus peur de Sylvia. Il a demandé où se trouve cet endroit. Pourquoi est-elle assise seule ici? D'où vient-elle? Et comment a-t-elle reçu cette blessure? Et pourquoi l'a-t-elle sauvée? Cet endroit est une zone étroite située entre les clairières animales et la forêt d'Elinor. Personne ne connaît cet endroit car Sylvia le protégeait de tous ceux qui s'en approchaient. Arthur est le premier à entrer ici. Le garçon a dit que ses proches l'appellent Ar et il veut que Sylvia l'appelle ainsi. Sylvie a accepté. Elle est ici seule parce qu'elle n'a personne avec qui être. Elle a de nombreux ennemis qui veulent désespérément ce qu'elle a. Cette blessure lui fut infligée lors de sa dernière bataille contre ses ennemis, avant qu'elle ne puisse s'échapper. Et elle a sauvé Ar pour plusieurs raisons. Elle a été touchée par son courage d'abnégation. En plus, elle se sentait seule. La nuit est venue. Sylvia a dû soigner sa blessure, qui suppurait, afin qu'elle soit en bon état lorsqu'elle travaillerait sur la faille dimensionnelle demain. Elle s'est couchée. Alors que la silhouette effrayante vêtue d'une armure sombre s'éloignait, Arthur ne pouvait s'empêcher de penser à quel point elle avait l'air seule. Avant de partir, Sylvia a dit au garçon que même si sa vision ne pouvait pas atteindre l'endroit où ils allaient, sa famille et ses amis étaient en sécurité. Arthur était heureux d'entendre cela et remercia Sylvia du fond du cœur. Un énorme poids s'envola de son cœur. Lorsque Sylvia ne préparait pas le portail, elle et Arthur passaient des heures à parler de diverses choses. Ces heures se sont transformées en jours et ces jours en semaines, alors qu'ils passaient chaque instant en compagnie l'un de l'autre. Et bien que Sylvia n'ait jamais parlé d'elle-même, Arthur a commencé à comprendre quel genre de personnalité était cette mystérieuse créature. Arthur méditait en silence et réfléchissait. Sylvia était l'incarnation vivante de la phrase « Ne jugez pas un livre à sa couverture ». Malgré son apparence, elle était gentille, douce, patiente et chaleureuse. Elle a pris soin du garçon et lui a apporté les fruits les plus délicieux. Elle rappelait à Arthur sa mère dans le sens où elle était également douce et gentille, mais elle le grondait énormément lorsqu'il faisait des erreurs. Arthur se souvint de quelque chose de désagréable. Il a exprimé sa haine envers les bandits qui les ont attaqués. Ils méritaient de mourir et pire encore. Le garçon allait retrouver ces bandits qui étaient vivants et se venger. À cela, Sylvia lui donna un coup sur le front et il recula. Il était très en colère et n'a pas compris ce que c'était. Elle a dit que peut-être Ar avait tort, que les bandits méritaient de mourir. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas sauvé la vie du magicien avec qui le garçon est tombé. Laisser votre cœur être obscurci par la haine et la vengeance ne fera que vous blesser. Au lieu de cela, vous devez continuer à vivre et à avancer fièrement. Sur son chemin, Ar rencontrera de nombreux problèmes, mais il ne doit pas laisser le chagrin et la colère ronger son esprit. Un garçon doit apprendre des autres et regarder l'avenir avec le sourire. Ce n'est qu'alors qu'il gagnera vraiment. Après ces mots, Sylvia caressa le front d'Ar et lui demanda si elle l'avait trop effleuré. Est-ce qu'il souffre toujours? Une conférence sur la moralité et la vie donnée par un personnage qui semblait être l'incarnation du mal a grandement affecté Arthur. Il craignait que la blessure de Sylvia ne s'aggrave, mais Sylvia l'a rassuré en lui disant qu'elle allait bien. Elle lui a demandé ce qu'elle savait, à savoir que les gens forment un noyau et se réveillent entre 12 et 13 ans. Comment Ar a-t-il réussi à former un noyau et à utiliser des techniques plus efficaces que de nombreux magiciens à part entière?
Art a répondu que ses parents pensaient qu'il était un génie. Sylvia se leva et dit que si tel était le cas, Art pourrait apprendre quelque chose. À savoir, absorber du mana en se déplaçant et éventuellement pendant le combat, si le garçon est assez bon. Art était surpris. Comment Sylvia a-t-elle pu faire ça? Les humains ont une mentalité très linéaire en matière de mana. Laissez Art commencer par de petits mouvements insensés et progresser à partir de là. C'était plus facile à dire qu'à faire. Sylvia a répondu que les bêtes de mana apprennent à le faire naturellement, mais que les humains se réveillant plus tard et leurs Teda ne sont pas capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Mais se réveiller tard n'est pas le truc d'Art, donc s'il s'entraîne dur, il réussira. Arthur a promis qu'il ferait de son mieux. Après cette conversation, ils commencèrent leur entraînement. Ils ont été donnés aux garçons avec beaucoup de difficultés. Ils n'arrêtaient pas de tomber. Maîtriser pleinement cette compétence signifiait être capable de combattre efficacement tout en maintenant un flux interne de mana constant. Et après un certain temps, Art, s'entraînant avec un bâton, réalisa qu'il avait atteint son objectif. Il a appelé Sylvia pour se réjouir avec lui. Mais au lieu de répondre, il entendit le bruit d'un coup. C'est Sylvia qui est tombée à terre, et une mare de sang s'est répandue sous elle. Arthur se précipita aussi vite qu'il put vers son ami. Il y avait tellement de sang qu'Arthur y entra avec ses pieds. Il leva la tête et cria fort de désespoir. Pourquoi son état s'est-il aggravé si soudainement? Ce qui s'est passé. Il vit un portail prêt à l'emploi brillamment étincelant au-dessus de lui. Et j'ai réalisé ce qui s'était passé. C'est très injuste. Sylvia maintient le portail et n'a plus la force de se guérir. Elle va de pire en pire. Elle a tout fait pour le sauver. Arthur sentit ses yeux se remplir de larmes. Sylvia s'est réveillée et a dit qu'Arthur ne devrait pas s'inquiéter. Tout va bien. Le garçon fondit en larmes. Comment tout peut-il aller bien quand sa gentille et douce Sylvia est dans un tel état? Elle meurt à cause de lui. Il a pleuré longtemps et n'arrivait pas à se calmer. Sylvia comprenait qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps ensemble et elle voulait qu'Art ne s'en veuille pas. Arthur ne pouvait s'empêcher de s'en prendre à lui-même. Après tout, Sylvia s'est sacrifiée pour qu'il puisse rencontrer sa famille. Sylvia pensait que le garçon lui rendait service en lui permettant de quitter cette grotte un peu plus tôt. Elle a déclaré que son nom ne correspondait pas à l'image dans laquelle elle réside actuellement. Une lumière vive l'enveloppa et son corps commença à se désintégrer. Comme une coquille de pierre, elle tomba et un nouveau corps apparut en dessous. Juste devant Arthur surpris, se tenait un magnifique dragon blanc, avec des ailes de cygne. La dragonne regarda tendrement le garçon et lui demanda avec un sourire « Ressemble-t-elle désormais davantage à Sylvia ?» Arthur n'en croyait pas ses yeux. Sa Sylvia s'avère être un dragon? Sylvia croyait qu'elle était ce que les humains appelaient un dragon, mais ils avaient très peu de temps pour parler de telles absurdités, maintenant qu'elle était sous cette forme. Elle doit utiliser son formulaire original pour compléter le portail. Mais maintenant que son déguisement a disparu, ils vont bientôt venir la chercher. Art ne comprenait pas qui venait. Sylvia s'est approchée du portail et celui-ci s'est illuminé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière était si brillante qu'Arthur couvrit ses yeux de la lumière aveuglante. Sylvia a demandé à Art de l'écouter très attentivement. Il y a quelque chose qu'elle doit lui dire avant leur rupture. Un gros œuf arc-en-ciel apparut devant Arthur. Le garçon l'a pris. Ce n'était pas lourd, mais le garçon avait l'impression qu'il pouvait à peine le tenir. Sylvia a sorti une plume blanche comme neige de son aile, et elle l'a donnée à Art pour qu'il puisse emballer l'œuf. Cela cachera son aura. Et elle a demandé au garçon d'être un peu patient. Elle lui caressa le ventre. Des écrits apparurent sur le corps d'Arthur, et il cria de douleur et de peur. Il a eu du mal à reprendre son souffle, et Sylvia a dit que cela se manifesterait avec le temps. Et maintenant, elle va ouvrir le portail. Elle n'eut pas le temps de choisir l'emplacement exact, mais Arthur et ses parents devaient être proches l'un de l'autre. Il y a eu un fracas d'en haut et des pierres sont tombées. Arthur leva la tête pour voir ce qui se passait. Sylvia protégeait le garçon des chutes de pierres avec ses ailes. Il tenait fermement l'œuf enveloppé de plumes dans ses mains. Quelqu'un d'en haut a ordonné à Lady Sylvia de cesser d'être têtue et de donner ce qu'elle avait. Un personnage similaire à Sylvia avant son changement disait que si Sylvia donnait tout, alors sa blessure pourrait être guérie. Elle avait déjà causé beaucoup de problèmes après s'être cachée ici. Sylvia s'envola dans les airs et la silhouette disparut dans les reflets de la lumière blanche. Elle avoua à Arthur qu'elle avait délibérément retardé la construction du portail afin de passer plus de temps avec lui. Elle a une dernière demande égoïste. Art peut-il appeler sa grand-mère? Le garçon a attrapé l'aile de Sylvia et a commencé à lui demander de franchir le portail avec lui. Ils peuvent se cacher. Sylvia s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait pas le faire. Le garçon se sentit attiré vers le portail ouvert. En désespoir de cause, il a contacté sa petite amie. Et il a crié de toutes ses forces « Ne me quitte pas, grand-mère !» Sylvia l'entendit et versa des larmes. Arthur a entendu les derniers mots de Sylvia. « Merci, mon enfant !» Arthur volait à travers les lumières étincelantes. Le volume était long.
Finalement, il aperçut la cime des arbres au-dessus de lui. Il comprit que Sylvia était partie et qu'il n'aurait plus jamais la chance de la revoir. Les larmes l'étouffaient. Les souvenirs des 4 mois passés avec Sylvia tourbillonnèrent dans ma tête. Sylvia le traitait comme une famille et lui apprit tout ce qui manquait à Arthur depuis son arrivée dans ce monde. Il était allongé par terre et triste, quand soudain la voix de Sylvia interrompit ses pensées. Arthur sursauta, ne croyant pas ce qui se passait. La voix continuait à dire que si Art écoutait cela maintenant, alors elle lui avait montré la vraie elle. Arthur se souvenait de la façon dont Sylvia lui avait caressé le ventre. Cela signifie que c'est à ce moment-là qu'elle a transmis son message. Il commença à écouter ce que Sylvia voulait lui dire. Elle a ajouté qu'Arthur n'était pas prêt à découvrir toute la vérité. Son corps est celui d'un garçon d'à peine 4 ans. Bien que son noyau de mana ait déjà atteint le stade rouge foncé, il n'est pas encore assez fort. En guise de petit cadeau d'adieu, elle y a mis son cadeau unique. Son développement futur en tant que magicien dépendra de la manière dont il pourra utiliser son don. Arthur pensait qu'il n'avait demandé aucun cadeau. Il préférerait voir Sylvia vivante. La voix continua en disant qu'elle comprenait qu'Art ressentait de la tristesse, de la colère et de la culpabilité, mais qu'il avait une famille dont il devait prendre soin et un but à accomplir dans la vie. Son souhait pour lui est qu'il embrasse la joie et l'innocence de l'enfance et devienne un homme dont elle et ses parents peuvent être fiers. Lorsque son noyau de mana deviendra blanc, il entendra à nouveau Sylvia. Ensuite, elle vous expliquera tout. Arthur attrapa le cadeau de Sylvia, mais ses mots d'adieu l'engourdissaient. Elle a dit au revoir au roi Grey. Arthur fut longtemps tourmenté par des questions. Depuis combien de temps Sylvia a-t-elle connu son identité? Comment savait-elle tout ça? Une chose était claire pour lui. S'il se concentrait sur la vengeance, cette vie ne serait pas différente de la précédente. Il peut avancer maintenant, mais il serait d'abord bon de comprendre où il en estimate. Arthur sortit de son rêve et courut de toutes ses forces. Il courut vers un grand arbre et y grimpa. Arrivé au sommet, il regarda autour de lui. Même avec du mana, sa vision était limitée. Mais il savait maintenant avec certitude qu'il se trouvait dans les profondeurs de la forêt d'Elshire. Il commença à sauter d'un arbre à l'autre. Ici, il pouvait difficilement utiliser la rotation de mana que Sylvia lui avait enseignée, même s'il pouvait déjà utiliser la magie bien plus longtemps. Mais il se demandait comment il était arrivé ici. Sylvia a dit qu'il serait avec d'autres personnes. Il n'y avait personne à proximité, et Arthur décida de continuer à regarder autour de lui. Se déplaçant à travers les arbres, Arthur aperçut finalement un chariot solitaire en contrebas. Il commença à espérer que ces gens pourraient l'emmener avec eux. Il était sur le point de sauter, mais une sensation étrange le fit s'arrêter. Des personnes se tenaient près du chariot. Arthur écouta et entendit l'appel à l'aide d'une femme et la demande de faire taire la bouche hurlante. Les hommes en bas parlaient de la nécessité de se préparer à partir. Seuls quelques jours les séparaient de cette foutue forêt. L'un des hommes a attaché la jeune fille et a dit au patron que beaucoup de gens aiment les elfes et qu'elle pourrait donc être vendue à un prix élevé. Arthur réalisa qu'il s'agissait de marchands d'esclaves. Dans les bras de l'un des bandits, il aperçut une fille elfe qui avait perdu connaissance. Les bandits se précipitaient et étaient pressés de repartir. Ar n'avait aucune idée de la façon dont ces cochons avaient émis la main sur les chiens de la forêt, mais en tirer un serait son ticket de sortie de ces bois. Et sur ces marchands d'esclaves, le garçon pouvait se défouler, compte tenu de ce qui lui était arrivé pendant cette période. Faire face à ces bandits sera la meilleure solution. Et Arthur continuait à suivre la charrette à travers les arbres. Les voleurs n'ont pas remarqué qu'ils étaient surveillés d'en haut. Arthur n'a pas frappé immédiatement. Attaquer les 4 serait pour lui un suicide. Il décide d'attendre, de reprendre des forces et de frapper au moment le plus opportun. Finalement, le moment est venu. La nuit, alors que les bandits s'arrêtaient pour se reposer, Arthur cueillit une noix sur un arbre, et il l'a lancée sur les chiens qui tiraient la charrette. Les chiens se sont mis à aboyer de manière assourdissante, et les bandits se sont empressés de les faire taire avant de réveiller tout le monde dans la forêt. Sans armes, Arthur fut contraint d'utiliser des techniques de sa vie antérieure. Il n'était pas sûr que cela fonctionnerait dans ce monde. Une lueur de puissance enveloppa sa main. Le bandit en dessous du garçon donnait de la viande aux chiens à cornes, pour les faire taire. Arthur a sauté de l'arbre et a attaqué le voleur de manière très inattendue. Il lui a donné un coup de pied dans le corps, et avec sa main pleine d'énergie, il a atteint son cou. Une énorme blessure est apparue au cou du bandit. Arthur retint son ennemi par ses vêtements, et il tomba silencieusement au sol. Arthur prit le couteau des mains du bandit. Les yeux du garçon brillaient d'un feu bleu. Les chiens à cornes ont senti le sang frais et ont attaqué le corps. Le deuxième gardien a décidé de vérifier pourquoi son camarade n'était pas revenu depuis si longtemps, alors que les chiens se taisaient depuis longtemps. Il s'arrêta, stupéfait par la terrible image qui apparaissait devant ses yeux, et n'entendit pas Arthur l'attaquer par derrière. Il a sauté sur le dos de l'homme
lui a couvert la bouche et l'a poignardé au cou. Comme le garçon s'y attendait, la lutte dans ce corps était beaucoup plus dure et fatigante. Il devait tout finir rapidement pendant que les deux esclavagistes dormaient. Les chiens faisaient du bruit et la charrette tremblait. Les deux bandits restants se sont réveillés et sont allés vérifier ce qui se passait. Ils allèrent dans des directions différentes pour vérifier le périmètre. L'un des voleurs a reçu un coup qui l'a fait se pencher et a perdu la voix. Et Arthur lui inflige une blessure mortelle. Le troisième était terminé. Mais il avait tort. Le troisième bandit a pu avertir son dernier camarade que le garçon qui les avait attaqués était un magicien. Il était très heureux de cette découverte. L'énergie enveloppait ses mains. Il ne voulait pas tuer le garçon, car un magicien pouvait être vendu encore plus cher qu'un elfe. Il a attaqué Arthur en souhaitant que le garçon ne meure pas. Lorsqu'il fut frappé par une forte décharge d'énergie, le garçon vola sur le côté, ce qui a fait le bonheur du marchand d'esclaves. Mais il n'eut pas à rire longtemps. Une motte de terre lui tomba au visage. Le bandit y réfléchit. Les choses devenaient sérieuses. Le garçon n'a pas perdu connaissance. Au même instant, un couteau vola vers lui dans un nuage d'énergie, que le bandit attrapa avec sa main. Cela a mis Arthur très en colère. Il affrontait un adversaire de taille. Le bandit a renvoyé le couteau sur Arthur, et puis il a réduit la distance et a donné un coup de pied puissant au garçon. Arthur tomba au sol. Le marchand d'esclaves a tendu les mains pour soulever et lier une si merveilleuse source de revenus. Il souleva le garçon par la jambe. Il était trop faible et ne pouvait rien faire. Arthur pensait que la condensation du mana comme une lame se comportait comme la magie du vent dans ce monde. Cela signifie que la magie du feu doit également fonctionner. Il s'est tordu et a attrapé le bandit par le bras avec ses mains brûlantes. Le bandit hésite à lâcher le garçon en feu de ses mains. Mais ensuite il y a eu une explosion d'une force assourdissante. Le bandit a attrapé sa main brûlée et a promis qu'il en finirait avec le garçon. Arthur avait déjà saisi le couteau qui se trouvait à proximité. Et il frappa le voleur à la gorge. Le dernier bandit blessé implorait qu'on lui laisse la vie sauve. Arthur était sûr que la petite fille avait demandé la même chose au bandit. Dans le van, le petit lutin pleurait amèrement. Elle était attachée et très effrayée. Arthur lui sourit, lui tendit la main et lui dit que le danger était passé et qu'elle rentrerait bientôt chez elle. La jeune fille regarda silencieusement son sauveur. Au bout d'un moment, la jeune fille regarda son sauveur avec des yeux admiratifs. Arthur la conduisit hors du camp de bandits dans la forêt, lui souhaita bonne chance et se prépara à suivre son propre chemin. Mais la jeune fille s'accrochait fermement à lui. Elle avait peur, et comment pouvait-il laisser une si petite fille seule dans la forêt? Arthur devait rentrer chez lui de toute urgence. Les méchants ne la poursuivront pas. D'ailleurs, les elfes ne se sentent-ils pas en sécurité dans cette forêt? La jeune fille fondit en larmes et répondit que les animaux n'ont peur que des adultes. Et ses parents lui ont dit que les chiens et les golems des arbres mangèrent les enfants. Arthur s'est détaché de ces histoires. Il a essayé de demander à la jeune fille combien de temps il faudrait pour la ramener à la maison. Mais elle ne le savait pas. Puis il ordonna à la jeune fille de ne pas bouger, et il se dirigea lui-même vers le camp des bandits. Il devait rassembler toutes les fournitures, même s'il espérait que le voyage serait court. Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait pour le prochain voyage. Personne ne savait combien de temps ce voyage prendrait, et il devait penser au retour. Ils ne purent prendre la charrette. Elle était cassée. Il coupa la corde et relâcha les chiens dans la forêt. Et il espérait vraiment que les elfes auraient l'opportunité de le ramener dans le royaume humain. La jeune fille était assise dans une clairière et jouait avec un papillon. Arthur trouva des vêtements dans le chariot et décida qu'ils appartenaient à la jeune fille. Il va bientôt faire froid, elle doit mettre un imperméable. Il est temps de ramener l'elfe à la maison. Alors qu'il marchait dans la direction indiquée par la jeune fille, Arthur en apprit davantage sur elle. Son chef était Tessia et Ralith. Ils se sont rencontrés. Tessia a demandé comment Arthur s'était retrouvé dans cet endroit. Pendant les pauses, quand tu n'avais pas à te protéger des animaux. Arthur lui dit qu'il avait été séparé de ses parents. Il venait du règne humain. L'elfe se demandait s'il était vrai que tous les hommes humains sont des pervers et ont plusieurs femmes. Arthur a nié et a demandé qui lui avait dit cela. Tessia a répondu que c'était son grand-père. Arthur a dit que seuls certains nobles avaient plusieurs épouses. Il lui a demandé comment se passait sa vie à Eleonora. Tessia a dit qu'elle s'amuse avec ses soignants et son grand-père parce que sa mère et son père sont occupés. Et dès son réveil, un mentor lui sera attribué. À une aire de repos, ils ont rôti un lapin qu'Arthur avait attrapé sur un feu. Tessia n'était pas très contente de cette nourriture. Elle a demandé si ces méchants la poursuivraient. Arthur lui a expliqué qu'ils avaient de gros problèmes et qu'ils n'avaient pas de temps pour elle. Elle ne les reverra plus jamais. La jeune fille a remercié le garçon du fond du cœur. Ils allumèrent à nouveau du feu et dressèrent une tente. Arthur a dit que Tessia devrait se reposer et qu'il la garderait dehors. Il regarda le ciel étoilé.
Le garçon voulait profiter de ce temps pour découvrir ce que Sylvia lui avait laissé. Mais il fut interrompu par Tessia. Elle a suggéré qu'Arthur couche ensemble, car lui aussi avait besoin de repos, mais il n'y avait pas de méchant ni personne contre qui les protéger. Tessia a poursuivi en disant que les animaux attaqueraient certainement Arthur s'ils voyaient qu'il était un enfant. Elle suggère donc de garder la tente de l'intérieur pour la sécurité de tous. Arthur accepta et monta dans la tente. Tessia attrapa fermement le genou d'Arthur et s'endormit calmement. Arthur ne dormait pas et gardait le sommeil de Tessia et Ralit. Le lendemain matin, ils continuèrent leur route. Ce qui rendait cela insupportable, c'était la douleur atroce émanant du noyau de mana d'Arthur. Ils étaient imprévisibles. Et ils pouvaient rattraper le garçon à toute heure du jour ou de la nuit. Afin de ne pas effrayer Tessia, Arthur ne lui dit rien de son état. Les chiens des forêts les rencontraient souvent en chemin, et Arthur se battait avec eux. Les jours passèrent, et Tessia commença à reconnaître un environnement de plus en plus familier. Quant à Arthur, malgré le renforcement de son corps en mana, la douleur continuait d'augmenter, et il devenait de plus en plus difficile de la cacher à la jeune fille inquiète. Tessia a demandé si elle pouvait appeler son compagnon Art, comme le faisait sa famille. Arthur était ravi si Tessia et Ralit appelaient ainsi un simple garçon du village. Finalement, ils arrivèrent à la route qui menait à la maison de Tessia. Elle entra par le portail vert et tendit la main à Arthur, l'appelant à la suivre. Arthur s'est envolé du téléport et est tombé. Il a toujours détesté les téléporteurs. Tessia a dit qu'ils étaient rentrés à la maison. Arthur aperçut la magnifique capitale du royaume des elfes. Places et fontaines luxueuses, beaucoup de verdure. C'était très beau. Les elfes de passage regardaient attentivement les voyageurs. Un garçon et une fille se sont arrêtés sur la place. Des rayons de lumière brillants jaillirent du ciel, se tordant en spirale. Ils atteignirent le sol devant les enfants. Tessia couvrit Arthur d'elle-même, et il a saisi le couteau pour la protéger. Devant eux se tenaient les elfes, qui saluaient le retour de la princesse du royaume. Arthur ne pouvait pas croire qu'il avait sauvé la princesse. Il était choqué. Le garde s'est mis à genoux et a déclaré qu'ils étaient arrivés dès qu'ils avaient remarqué que le portail royal avait été utilisé. Le roi et la reine se précipitèrent déjà de la voiture vers leur chère fille. Alduin et Meriel et Ralit étaient très enthousiasmés par ce joyeux événement. Un autre elfe âgé sortit de la voiture. C'était Virion et Ralit. Son nom était noté dans tous les manuels d'histoire. L'ancien roi d'Elinor, qui a mené la dernière guerre contre le peuple. Il sourit à sa petite fille retrouvée. Tessia a couru vers son père et sa mère. La famille a embrassé la jeune fille. Toute la famille était réunie. Arthur se demandait si sa mère et son père réagiraient de la même manière lorsqu'ils rentreraient à la maison. Le roi s'inclina devant Arthur et le remercia à la fois en tant que roi et en tant que père. Il a invité Arthur chez lui. Là, Arthur pouvait se reposer et leur raconter ce qui s'était passé. Son ton était doux, mais ses yeux montraient que ce n'était pas une suggestion, mais un ordre. Arthur n'avait d'autre choix que d'accepter cette invitation. Tessia attrapa la main d'Arthur et l'entraîna avec elle. Elle voulait lui montrer beaucoup de choses. Arthur était ravi de voir le luxueux château, mais ce qu'il a vu n'était pas du tout à son goût. Cela faisait penser au roman ringard. Le château dans les arbres était trop élaboré. Tessia conduisit Arthur à l'intérieur. Le château était lumineux et spacieux. La reine ordonna aux servantes d'emmener le garçon dans sa chambre afin qu'il puisse se reposer. Mais Arthur voulait d'abord raconter au roi ce qui s'était passé dans la forêt. Toute la famille royale elfique s'est réunie à table pour écouter l'histoire d'Arthur. Il s'est présenté. Il s'appelle Arthur Lévin. Il est originaire d'une commune du royaume de Sapin. C'est un grand honneur pour lui de faire partie de la famille royale. Arthur leur raconta son voyage, commençant par une vague histoire selon laquelle il avait été séparé de sa famille avant sa rencontre avec les bandits. Ce n'était pas un mensonge, mais une demi-vérité. Inévitablement, au fur et à mesure que l'histoire avançait et qu'il rencontrait Tessia, l'atmosphère dans la pièce changeait. Lorsque le roi entendit parler des marchands d'esclaves, il fut furieux. Il aurait dû le deviner parce que c'étaient des gens. Arthur a noté qu'être esclavagiste est une profession, pas une race. Le grand-père de Tessia a arrêté les gardes, qui ont dégainé leurs épées en réponse à la remarque impudente du garçon, et a demandé si Arthur avait vu les marchands d'esclaves emmener sa petite fille, alors qu'avait fait Arthur lorsqu'il était enfant. Avez-vous négocié avec eux? Leur avez-vous demandé grâce? Arthur répondit que même s'il était un enfant, il était un magicien. Il a simplement détruit les bandits et sauvé la petite fille de l'aîné Virion. L'un des gardes ne pouvait pas supporter le fait que le garçon gisait si effrontément devant le roi et voulait se précipiter sur lui avec une arme. Mais Virion l'arrêta d'un regard brûlant. Arthur se leva et dit que peu importe s'il le croyait ou non, Tessia rentrait chez elle saine et sauve. Et tout ce qu'il veut, c'est retourner chez son père et sa mère. Tessia a été très bouleversée lorsqu'elle a appris qu'Art partait.
Arthur répondit qu'il connaissait l'histoire et qu'une personne ne devrait pas rester longtemps dans le royaume elfique. De plus, il doit s'assurer que sa famille va bien et qu'elle sait qu'il est également en vie. Le roi y réfléchit. Malgré le passé de 2 royaumes, ce garçon a sauvé sa fille et l'a ramenée à la maison. Il mérite une récompense digne. Le portail connecté au royaume sapin est accessible une fois tous les 7 ans, lors de la conférence au sommet entre les 3 races. Il reste encore 5 ans avant son ouverture. Cependant, un groupe de gardes peut être envoyé pour escorter Arthur chez lui. Le roi aimerait étendre son hospitalité, mais trop de ses sujets en veulent encore aux gens à cause de la guerre. L'escorte sera prête pour demain matin, mais pour l'instant qu'Arthur se repose bien. Dans sa chambre, la première chose qu'Arthur fit fut de prendre une douche et de se laver. Lorsqu'il sortit de la douche, il se sentit de nouveau malade. La douleur empirait. Il s'assit dans le salon et tenait dans sa main l'œuf que Sylvia lui avait laissé. Il ne savait pas quoi faire et regrettait que Sylvia ne puisse pas l'aider. On frappa à la porte. Arthur l'ouvrit et vit une Tessia en colère se tenant dans l'embrasure de la porte. Elle cria qu'elle ne voulait pas qu'Arthur parte si vite, et il n'a pas parlé si froidement à sa famille. Arthur répondit qu'il n'était pas froid, mais poli envers la royauté. Et pourquoi Tessia ne lui a-t-elle pas dit qui elle était? La jeune fille a répondu qu'Ar était devenu son premier ami et qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Puis Arthur rit et demanda à la princesse Pleurnicharde de lui montrer le château. Tessia l'emmena dans son endroit préféré du château. C'était une serre éclairée par des insectes lumineux. Et si Ar reste ici jusqu'au printemps, il verra les fleurs éclore. Tessia a ramassé les coléoptères et a montré à Ar à quel point ils étaient beaux. Elle lança la balle lumineuse au garçon. Soudain, Arthur entendit un bruit étrange et intercepta un couteau volant vers Tessia. Il s'est emparé de ce couteau et a attaqué l'ennemi, qui s'est approché d'eux par derrière. Il a bloqué la main de quelqu'un. Frère Virion le regarda. Arthur cria pourquoi diable le grand-père avait failli tuer sa propre petite-fille. Le grand-père a répondu que le jouet que le garçon tient dans sa main n'est pas capable de tuer quelqu'un. Arthur regarda le couteau et réalisa que l'espiègle grand-père avait raison. Virion a déclaré avec satisfaction que le garçon avait d'excellentes réactions et instincts. Il attrapa son petit cadeau et l'utilisa contre Virion lui-même. L'utilisation du mana du garçon est médiocre, mais il a réussi à tuer plusieurs bandits. Arthur pensait que quelque chose n'allait clairement pas chez son grand-père. Tessia a exigé que l'enfant arrête de taquiner Art. Virion a répondu qu'il ne taquinait pas. Il n'avait rien vu d'intéressant depuis longtemps. Il jeta une petite épée dans sa main et invita Arthur à montrer ce qu'il pouvait faire. Arthur attrapa l'épée et la leva bien haut. De toute son apparence, il a exprimé sa détermination à se battre. Il a attaqué Virion assis et l'a poignardé au cou. Ce coup n'a pas causé le moindre dommage à Virion. Arthur a continué à attaquer et l'a frappé au ventre avec son épée. L'aîné esquiva le coup et l'épée d'Arthur passa. Virion frappa le garçon avec son poing, mais Arthur bloqua son coup avec son épée. L'ennemi était très fort, et le garçon avait du mal à le bloquer. Avec le coup suivant, Virion fit tomber l'épée des mains d'Arthur, et le garçon resta sans arme. Il sauta haut et attrapa son épée en l'air. Il pouvait désormais se battre à nouveau. Il s'avança vers l'aîné, délivrant des coups tranchants à chaque pas. Mais Virion se retira adroitement. Même avec du mana et un minimum de mouvement, Arthur ne pouvait pas suivre Virion. D'un mouvement insaisissable, l'elfe se retrouva derrière le garçon. Arthur fait un saut périlleux dans les airs. Il a volé vers l'aîné d'en haut. J'ai attrapé l'épée avec ma main. Il s'est retourné très rapidement et a frappé son grand-père au front. J'ai compris. L'épée s'envola et s'enfonça dans le sol. Arthur s'envola et s'enfonça également presque dans le même sol. Tessia a couru pour voir si son inestimable amie était vivante. Le grand-père avait une grosse écorchure sur le front. Dire que ce gamin a pu le poignarder. Grand-père était impressionné. Tessia a dit que grand-père devait être doux avec l'art. Le grand-père a répondu que s'il avait été plus doux, le garçon l'aurait tué. Arthur était honoré d'entendre Virion avoir autant d'estime pour lui. Virion invita alors Arthur à devenir son élève. Arthur ne comprend pas, est-ce que c'est dit sérieusement? C'est un humain. Les gens sont-ils même autorisés à rester dans ce royaume? Tessia a recouvert l'écorchure sur le front de son grand-père avec un pansement et il a continué à dire que personne ne toucherait Arthur tant qu'il était sous sa garde. Le garçon est désormais meilleur que certains adultes, mais Virion peut lui apprendre ce que même les meilleurs magiciens de sapin ne peuvent pas. Arthur répondit qu'il ne pouvait pas parler de telles choses, alors que ses parents ne savaient pas où se trouvait leur fils, et pensaient qu'il était mort. Virion a dit que s'il y avait un moyen de savoir comment vont ses parents et de communiquer avec eux, cela suffirait-il. Ensuite, le grand-père a envoyé Tessia au lit et a dit au garçon qu'il ressentait des douleurs au niveau du noyau de mana. Et ils deviennent plus forts. Arthur fut surpris. Comment Virion sait-il cela? Le grand-père a demandé au garçon s'il savait ce qu'était la volonté de la bête. Arthur n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant,
Mais il se souvenait de la façon dont Sylvia l'avait frappé en plein cœur. Virion était sûr qu'Arthur avait déjà rencontré des bêtes de mana. Une bête suffisamment forte, de classe A ou supérieure, acquiert la capacité de transférer sa volonté, ou capacité inhérente, une fois à un descendant ou à une personne à laquelle elle est attachée. À ce stade, le pouvoir qui réside en Arthur fait plus de mal que de bien. Arthur a demandé si Virion lui-même avait la volonté de la bête. Il le confirma et dit que c'était lui qu'on appelle le dompteur d'animaux. C'est le titre que l'on peut obtenir en vainquant complètement la bête monstrueuse qui sommeille en soi. Virion comprenait à quel point il était important pour Arthur de rentrer chez lui, mais le faire maintenant était risqué. Le pouvoir de sa volonté de bête est trop fort pour le corps du garçon. S'il n'apprend pas à le contrôler, le pouvoir qu'il a acquis détruira son corps de l'intérieur. Le lendemain, alors qu'Arthur sortait dans la cour du château, il entendit le roi elfe se disputer avec Virion. Alduin a dit que l'homme n'a pas sa place dans le royaume des elfes. Sa femme soutenait son mari. Ils seront toujours reconnaissants envers le garçon d'avoir sauvé Tessia, mais permettre à l'homme de rester va à l'encontre de toutes les traditions. Le sombre Virion répondit qu'il aimait le garçon et qu'il ferait ce qu'il voulait. L'aîné réglait tous les différends. Arthur sera sous sa supervision directe et Alduin doit s'assurer que tout le monde dans le royaume le sache. Arthur pensait qu'on pouvait faire confiance à Virion. Il s'approcha de la voiture et ils partirent. Tessia les accompagnait également. Dans la voiture, Arthur demanda à son grand-père combien de temps il devait reparcourir. Virion ne s'attendait pas à ce que son compagnon soit aussi spontané. Tessia s'est levée tôt pour se préparer pour le voyage, alors elle s'est endormie dans la calèche. Virion a dit au garçon que Tessia avait grandi seule. Elle était une princesse et était constamment blessée par des adultes et même des enfants qui prétendaient être ses amis. Elle est devenue froide et renfermée, construisant un mur autour d'elle. Elle a ri plus pendant le peu de temps qu'elle a passé avec Arthur qu'au cours des dernières années. Virion a remercié Arthur pour cela. Leur voyage se termina bientôt, et ils arrivèrent dans une maison rurale. Arthur se demandait qui était ce mystérieux ami de Virion qui avait forcé l'ancien roi à venir dans cette campagne. Virion s'est comporté étrangement. Il a commencé à donner des coups de pied dans la porte et à crier à la vieille sorcière de sortir et de leur ouvrir la porte. La porte s'ouvrit, et une vieille elfe apparut sur le seuil, qui cria avec indignation qu'elle entendait tout parfaitement. Virion présenta Arthur à sa vieille amie, Rhenia d'Arcasson. C'est une déviante très spéciale, et elle peut aider le garçon. Rhenia a invité tout le monde dans la maison. Arthur pensait que si Rhenia était une déviante, alors elle avait les mêmes capacités que sa mère. Leur magie relève des catégories des 4 éléments principaux. Je me demande comment elle peut l'aider. Le garçon ne perdit pas de temps, et demanda immédiatement s'il était vrai que la magie de Rhenia lui permettrait de contacter ses parents. C'est ce que lui a dit son grand-père. Rhenia rit et se tourna vers Virion en disant qu'il aimait visiblement beaucoup le garçon s'il se permettait d'être appelé grand-père. Elle expliqua à Arthur qu'elle était devin et que ce type de magie variait d'un mage à l'autre, mais qu'elle en était tout à fait capable. Il y a peu de choses qui peuvent lui être cachées. Par exemple, elle sait qu'il est spécial, si spécial qu'il y a une partie de sa vie que même elle ne peut pas voir. Pour voir ses parents, Rhenia a donné à Arthur une bassine d'eau et lui a dit de se pencher en avant et de regarder dans l'eau. Il devait se concentrer sur l'image de ses parents aussi clairement et en détail que possible. Lorsqu'il les voit dans l'eau, il peut leur parler. Arthur se pencha au-dessus de l'eau. Il s'est souvenu de maman et papa et leur a demandé d'être en vie. Mais ensuite les yeux d'Arthur s'écarquillèrent à ce qu'il vit. Il a vu sa mère mettre les plats cuisinés sur la table. Père est heureux qu'Alice ait préparé un ragoût de bœuf. Maman se souvient que c'était le plat préféré d'Ar, et les larmes coulent de ses yeux. Elle s'assoit tristement sur une chaise et se caresse le ventre. Et soudain, la voix d'Arthur se fait entendre dans leur tête. Il dit qu'ils sont bien sûr surpris de l'entendre. Maintenant, il veut qu'ils sachent que leur fils est vivant et en sécurité. Les parents écoutent leur fils et se souviennent de ce qui s'est passé après sa disparition, comme Riala Alice. Art a continué à dire qu'il avait à peine survécu à la chute de la falaise. Et maintenant, il est dans le royaume des elfes. C'était très difficile pour lui, mais il est content que ses parents vont bien. Il espère qu'ils ne se blâment pas mutuellement et que s'ils revenaient dans le passé, ils feraient la même chose qu'à l'époque. Il aimerait vraiment aller vers eux, mais maintenant c'est difficile. Il semble qu'il souffre d'une sorte de maladie qui doit être guérie. Il ne sait pas quand il pourra les contacter la prochaine fois. Il y a ici un magicien, déviant comme sa mère, et elle leur permet d'entendre la voix de son fils. Papa a besoin de savoir que son fils continue de pratiquer la magie et de se battre pendant sa guérison. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, laissez papa s'occuper de maman et de l'enfant. Ray et Alice ont écouté ce message de leur fils et se sont précipités dans les bras l'un de l'autre. Leur joie ne connaissait pas de limite. Arthur regarda ses joyeux parents s'embrasser, et des larmes coulèrent de ses yeux directement dans l'eau. Il releva la tête,
la détermination dans les yeux. Il était prêt à suivre Virian. Ils retournèrent au château. Ils furent accueillis sur le seuil par le roi et la reine. Le roi bloqua le chemin d'Arthur avec sa main. Le garçon ne savait pas à quoi s'attendre et se figea. Alduin dit timidement que ses années en tant que roi l'avaient rendu un peu démodé et têtu. La reine posa doucement sa main sur l'épaule du garçon et continua en disant que son mari essayait de lui dire qu'ils étaient désolés pour ce qui s'était passé. Siddharth acceptera leurs excuses et considère cet endroit comme sa maison. Alduin voulait saluer comme il se doit le sauveur de sa fille et le premier élève de son père. Ils se serrèrent la main et Arthur remercia le roi pour sa générosité. Tessia est intervenue et a dit que son père devrait la laisser jouer dehors avec Arthur. Elle veut montrer la ville aux garçons. Arthur attendait Tessia sur les marches du château et elle en ressortit dans une nouvelle tenue, toute rose et magnifique. Ils se promenèrent dans les rues de la cité elfique. L'un des passants poussa brutalement Arthur, et il a crié qu'il avait désormais des germes humains sur lui. Le garçon elfe l'a pointé du doigt et a crié que c'était vraiment juste parce que l'aîné favorisait l'homme qu'il pensait avoir sa place ici. Le reste des enfants soutient ce discours. Le garçon se tourna vers Tessia. Il respectait sa gentillesse, mais être avec un tel roturier était en dessous de son niveau. Lui, Feyrit Ivzar, est le deuxième à l'escorter jusqu'au château. Arthur sourit d'un air sceptique et cria soudain fort « Oh, est-ce vraiment Feyrit Ivzar lui-même » Il a délibérément déformé le nom du garçon. Au début, il fut séduit et flatté, et dit qu'il n'était pas surprenant que même les gens aient entendu parler de son génie, même s'il était si jeune. Mais il réalisa ensuite qu'Arthur se moquait de lui. Arthur s'inclina profondément et répondit qu'il n'avait aucune idée d'être à côté d'un tel génie. Tessia retint son rire. Et maintenant, il est temps pour Arthur et Tessia de vaquer à leurs occupations. Ils s'éloignèrent du garçon, mais il a crié à Arthur d'arrêter. Feyrit comprit parfaitement son sarcasme. Ar était content que le gamin ne soit pas aussi stupide qu'il le pensait. Feyrit ne perdit pas de temps pour défier Arthur en duel. Tessia s'avança et demanda comment Feyrit osait-il défier le disciple de l'ancien Virian en duel. Il doit connaître sa place, même si son sang est noble. Feyrit s'est excusé auprès de la princesse, mais son père lui a appris à ne permettre à personne de piétiner son honneur. Une personne doit soit accepter le défi, soit abandonner. Arthur n'aurait jamais pensé que les choses étaient aussi sérieuses avec les elfes, et Feyrit a demandé à Tessia d'être le juge du prochain duel. Tessia n'avait d'autre choix que d'annoncer le début du combat. Feyrit était armé d'une gelée et se préparait pour un duel. Pendant qu'il s'exhibait, Arthur réduisit rapidement la distance qui les séparait. Son poing frappa la pommette de son adversaire. Feyrit tomba au sol. Cela a été une surprise totale pour le public. Tessia était sûre que c'était ainsi que tout se terminerait. Elle attrapa la main d'Ar et ils s'enfuirent du champ de bataille. Arthur aimait de plus en plus la petite princesse. Ils se sont promenés dans la ville et ont vu les sites touristiques. Tessia savait qu'Art était nerveux à l'idée de commencer à s'entraîner avec son grand-père. Virian regarda son élève méticuleusement. Il ne savait pas comment on lui avait enseigné jusqu'à présent, mais les leçons de l'aîné ne seraient pas faciles. Même en ignorant la douleur du noyau de mana, le processus d'assimilation utilisé par les dompteurs de bêtes était souvent comparé à l'immersion d'un corps dans de la résine bouillante. Mais s'il tient le coup, les récompenses seront énormes. Le gamin est-il prêt pour ça? Arthur était excité. Il a parcouru un long chemin pour en arriver là où il est aujourd'hui. Formation, rencontre avec les parents. Il est excité par tout cela, et il a hâte de voir ce que l'avenir lui réserve.